Bonjour ou bonsoir en fonction du créneau horaire. Me revoilà avec pas mal de retard sur l'évolution du jeu suite à la correction de quelques bugs. Voici donc une petite démo avec quelques améliorations, notamment au niveau de la présentation et surtout de l'amélioration de l'algorithme de détection, tant au niveau des sprites qu'au niveau de la détermination des critères de chute avec ou sans saut. Ici, je lance la petite démo et je peux donc commencer à m'amuser avec mon petit jeu en essayant de ne pas me faire tuer par les crabes. Et comme vous voyez ici, j'ai amélioré quelque peu certains éléments, ce qui me permet de gérer ma chute de manière un peu plus efficace. Donc ça c'est pas très malin, oui voilà. Bon, évidemment l'amélioration du joueur n'est pas vraiment optimale. Donc là je devrais être protégé et éviter évidemment de me faire tuer par ces petits crabes. Ouh. Voilà. Donc on ne va pas passer la nuit sur le jeu, hein. Donc, je ne l'ai peut-être pas mentionné ici, mais on a la petite équation qui apparaît là, hein, et que je vais devoir déterminer. Donc chaque fois que je gagne évidemment 1000 points. Donc ici 49 divisé par 5, ça devrait nous donner 5 si je calcule juste. Voilà. Et je m'arrête donc ici dans la démo du jeu. J'en profite aussi pour revenir au passage sur cette série de livres de Jean-François Séan intitulée Super Jeux, et qui a connu une notoriété célèbre dans les années 80, car en cette époque, il n'existait pas de monopole de la micro-informatique, comme on le voit aujourd'hui entre PC et Mac. Chaque constructeur électronique disposait de son propre micro-ordinateur avec son propre langage BASIC. D'où une conversion systématique d'un BASIC à l'autre pour tenir compte des variantes et spécificités entre chaque constructeur. Le MSX fut une première approche de standardisation, offrant une spécification pour tous les constructeurs voulant se soumettre au standard. Son succès fut très limité en Europe et le standard finit par disparaître à la suite de l'évolution des PC et notamment l'apparition des cartes VGA dans les années 90. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ces livres, comme bon nombre de revues informatiques de l'époque, offraient des codes à taper. Après avoir passé de longues heures à taper ces différents codes, donc heures voire minutes frustrantes à recopier ces pages, on pouvait obtenir un jeu d'une qualité plutôt moyenne, comme en atteste l'exemple ici sur le slide. Le BASIC n'offrant que des performances très limitées en termes de vitesse, de calcul et donc d'affichage. On est loin de ce que l'on peut réaliser en C aujourd'hui. À cette époque, les jeux commerciaux étaient d'ailleurs écrits essentiellement en langage machine. L'avantage de cette approche revue ou livre contenant les codes était toutefois de permettre aux joueurs un accès rapide et facile au code, permettant des modifications ou des personnalisations, et surtout au final, de comprendre un code empli d'instructions plus rébarbatives les unes que les autres, comme on en a quelques aperçus ici, telles que les instructions vpic, vpoke, print, locate, j'en passe, et des meilleurs. Mais surtout aussi de comprendre comment concevoir des jeux. À cette époque, nous les geeks des années 80, notre rêve était de voir nos codes publiés dans une revue informatique. Bien sûr, dans notre époque actuelle d'immédiateté, de tout de suite, ce concept serait très peu vendeur.
autre temps, autre mœurs. L'objectif de cette vidéo est de donner quelques explications plus ou moins détaillées sur la manière dont fonctionne le code, un peu à la manière des livres de Jean-François Séan. Je ne reviendrai pas sur la présentation des variables globales déjà présentées dans la vidéo précédente. Par contre, j'en reparlerai au moment opportun s'il y a lieu. Entrons donc dans le vif du sujet et intéressons-nous à la fonction principale, c'est-à-dire la fonction main, qui est le point d'entrée de tout programme C ou C++. Ici, cette fonction contient différents éléments. On va les voir un petit peu en détail. Alors, le premier élément est appelé le last time, qui permet de mesurer le temps et de déterminer le temps restant. C'est en gros une variable globale. Une fois tout le traitement terminé, avant l'affichage, ce qui permet de synchroniser le jeu, quelle que soit la configuration matérielle ou logicielle de l'ordinateur. Cela avait déjà été évoqué dans les précédentes vidéos. Nous arrivons ensuite dans la boucle de jeu, proprement dite. Il s'agit d'une boucle infinie. Tant qu'on ne ferme pas la fenêtre, c'est-à-dire tant que l'événement SDLKit n'apparaît pas et que la valeur Q ne passe pas à 1, la boucle continue de fonctionner. Pour le reste, on appelle la fonction updateStatus qui va, elle, analyser les événements reçus par l'application au travers de la fonction polyvent, qui est une fonction de scrutation des événements pouvant apparaître, et notamment les événements clavier. Et essentiellement les événements liés au changement d'état des touches, up ou down, ce qu'on aperçoit ici. Ces changements seront donc conservés ou stockés dans un tableau global appelé AKS. Cela avait déjà été explicité dans la vidéo précédente, mais je fais ce petit rappel. L'appel à updateStatus en fonction de l'état dans lequel on se trouve au niveau de l'automate à état fini du jeu. En fonction de l'état, la fonction appropriée de réponse à l'événement sera appelée. Dans le cas de l'état de jeu, nous serons dans l'appel de la fonction updateGame qui gérera les événements de touche liés au jeu. Cette fonction s'occupe principalement de l'initialisation lors du premier passage, c'est-à-dire lors du premier passage dans la boucle, donc l'affichage par exemple de l'écran de jeu, donc du décor, de la gestion d'attente, donc de la temporisation en utilisant le fameux last time, des collisions, des déplacements, des chutes, de la gestion des sauts, de l'affichage du personnage, des ennemis et des paramètres du jeu. J'y reviendrai ultérieurement quand on détaillera la fonction updateGame. Toutefois, avant de rentrer dans les détails de cette fonction, je me dois de parler de la stratégie à employer pour gérer le saut dans le jeu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un saut est un exemple typique de ce qu'on appelle en physique un émerua, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Avant de passer au émerua, avant d'apprendre à courir, il est intéressant d'apprendre à marcher, c'est-à-dire de rappeler ce qu'est un mouvement rectiligne uniforme, appelé aussi émeru. Le émeru est considéré comme étant le déplacement d'un point ou d'un mobile, ou d'un sprite dans le cas qui nous intéresse, sur un axe d'espace, c'est-à-dire un axe X, un axe Y, un axe Z, qui représente en général une dimension en mètres. Et ce, en fonction du temps. Et en ayant ce qu'on appelle une vitesse, exprimée en mètres par seconde, constante. Sur le premier graphique, nous avons la représentation de cette vitesse en fonction du temps qui ne varie évidemment pas. L'expression de l'espace, c'est-à-dire la distance en fonction du temps, EV, est physiquement représentée par une droite, X ou Y égale V fois T, ce qui est représenté ici. Ceci nous donne une droite
en fonction du temps. Je peux exprimer x égale vt avec t égale x sur v, v étant exprimé en mètres par seconde, et dans le cas où v en x et v en y sont identiques, si je remplace c dans l'équation, j'obtiendrai une droite de trajectoire de type y égale x. C'est ce qui est matérialisé ici sur ce graphique. Donc, comme on voit, le MRU est défini comme étant x ou y égale v fois t, puisque j'exprime la dimension en fonction du temps. Lorsque je parle d'une trajectoire, j'exprime en réalité une dimension par rapport à une autre. Et nous voyons ici une très grande similarité. Nous verrons ultérieurement, pour ceux qui le veulent, que cette expression est outrageusement simplifiée. Il faut aussi considérer que la vitesse est normalement un vecteur, c'est-à-dire une grandeur mathématique orientée, et qu'elle peut avoir un sens positif ou négatif. Le MRUA est quant à lui un mouvement, déplacement d'un point ou d'un sprite, dont l'accélération en mètres par seconde carré est une constante. V sera donc fonction de cette accélération, et V en fonction du temps s'exprimera par la valeur V égale AT plus V0. V0 qui étant une vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse lorsqu'il n'y a plus de poussée ou d'accélération, lors de la sortie d'une balle d'un canon, ou lorsque je viens de shotter dans un ballon de foot, ou lorsque le singe vient de sauter et que ses pieds quittent le sol. Comme exprimé sur le graphique 3. Donc ici, c'est la vitesse qui dépend du temps, qui a une forme linéaire. Dans le cas d'un saut, lorsque les muscles sont détendus et que les pieds quittent le sol, il y a bien une vitesse V0, mais plus d'accélération suivant l'axe des X, mais seulement une décélération due à la gravité suivant l'axe des Y. Et d'une manière générale, le MRUA aura pour équation en fonction du temps une courbe du type y égale moins gt carré demi plus v0t plus y0, cette forme étant évidemment une forme dite parabolique. X, quant à lui, n'étant pas influencé par la gravité, qui est radiale, donc qui est orientée du haut vers le bas, vers le centre de la Terre, n'étant pas influencé, eh bien, il s'écrira sous la forme x égale v0t plus x0. Et donc, de cette seconde équation, je vais pouvoir isoler t, donc dans ce cas-là, t sera égal à x moins x0 divisé par v0. Si je remplace cette valeur de t dans la première équation, je vais me retrouver avec une équation du type y égale a x carré moins bx plus c, c'est donc la forme d'une parabole négative. Et donc ici, j'obtiendrai que y, en fonction de x, me donne une forme dite parabolique. Pour toutes les valeurs de x, contenues dans l'intervalle défini par la parabole, j'obtiendrai cette courbe. Comme l'indique le graphique. Si vous ne comprenez rien, c'est normal, c'est mathématique. Évidemment, dans le cadre de notre petit jeu, calculer cette parabole est assez fastidieux en termes de calcul et n'apporterait pas grand-chose sur le plan de la jouabilité. Nous pouvons donc utiliser deux MRU, l'un positif, représenté par la droite verte, jusqu'au sommet de la parabole, et un second négatif dans sa direction après le sommet de la parabole pour pouvoir représenter le saut. Approximation de la parabole MRU positif, MRU négatif. Si nous voulions être réalistes dans notre simulation, nous devrions mesurer par rapport à la taille du singe et par rapport à la force quelle serait la distance maximale qu'il pourrait parcourir en saut et quelle hauteur maximale il pourrait atteindre. Cela peut se faire si l'on remplace les coefficients A, B et C par les vraies valeurs mesurées dans la réalité. Exemple des valeurs moyennes entre plusieurs singes ou entre plusieurs sauts, etc.
Je pourrais faire des expériences en fonction du poids, de l'âge, et mesurer les distances et les hauteurs que de vrais singes peuvent sauter. À nouveau, ceci n'apporterait pas grand-chose en termes de jouabilité. Nous considérerons donc que le singe peut sauter 3 fois sa largeur, c'est-à-dire 48 pixels, et monter d'un delta Y constant de 2,5 pixels, qui sera évalué à chaque affichage jusqu'à ce que le singe atteigne les 24 pixels du saut, qui représentent la moitié de la parabole, la hauteur maximale, et qui terminera le premier émeru. Et au-delà de ces 24 pixels, le sens sera inversé pour amorcer la descente. Ceci nous donnera le second émeru déjà évoqué précédemment. Dans le cas d'un saut long, c'est-à-dire un saut vers une deuxième plateforme, vers une plateforme plus élevée, la longueur n'est pas affectée. Seul le delta Y sera modifié en conséquence pour le faire sauter plus haut. De plus, dans le cadre d'un saut long qui permet de passer d'une plateforme à l'autre, il faudra évaluer qu'il n'y a pas d'obstacle au-dessus de la tête du singe, auquel cas le saut devra être transformé en saut court pour éviter que le singe ne traverse la plateforme. Avant d'aller plus loin dans l'implémentation pratique en C de cet algorithme, j'aimerais pour ceux qui le veulent faire un petit rappel physique et mathématique pour comprendre d'où viennent ces étranges hiéroglyphes ou ces équations mathématiques. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui ont déjà vu, ou ceux qui ne veulent pas voir, vous pouvez allègrement arrêter ici la vidéo et attendre la prochaine vidéo qui vous expliquera l'implémentation des équations en C. Pour les curieux, voici comment on arrive au résultat évoqué précédemment. Alors, je dois me faire ici un petit rappel de mathématiques concernant le MRU et la notion de vitesse. Donc physiquement, comme je l'ai dit, la vitesse est une grandeur vectorielle. Ça veut dire que, comme une force, elle s'exerce dans une direction donnée, suivant un angle donné par rapport au repère orthonormé, et elle ne s'exercera pas dans toutes les directions. Contrairement à, par exemple, une température qui, elle, est dite scalaire, qui s'exerce dans toutes les directions. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, par exemple, à 1 mètre d'un poil, c'est-à-dire sur un cercle de rayon 1 mètre. Je rappelle que le lieu des points géométriques équidistants d'un même centre est le cercle. Eh bien, vous sentirez exactement la même chaleur, quelle que soit la position sur ce cercle. Si on vous place au centre d'un cercle formé par des ballons de foot et que vous avez shooté dans une direction bien donnée, normalement, un seul ballon partira dans la direction donnée, en suivant une droite par exemple. Je ne vais donc pas m'étendre sur ces concepts, ce n'est pas le but de cette vidéo. Par contre, nous allons voir comment nous arrivons aux équations des différents mouvements. Lorsque l'on parle de vitesse, très souvent nous considérons le temps qu'il nous faut pour parcourir une certaine distance. Ce temps, à distance identique, est plus ou moins petit si nous nous déplaçons à cheval ou si nous nous déplaçons à pied. Je mettrai plus de temps à pied qu'à cheval. Et le paramètre qui module ce temps est appelé la vitesse. Et il s'exprime par le rapport entre l'espace et le temps. Il s'agit d'une vitesse moyenne, car généralement, on mesure la distance d'arrivée moins la distance de départ divisé par le temps d'arrivée moins le temps de départ. Nous avons donc un rapport de type delta E, ou delta x dans ce cas-ci, sur delta t. C'est ce qu'exprime l'équation ici. Alors cette équation peut être obtenue par expérimentation. Si vous mesurez physiquement une bille qui se déplace sur une règle à une certaine vitesse, eh bien vous allez mesurer l'espace qu'elle a parcouru pour chacun des temps et vous allez vous rendre compte que nous obtenons en fait une proportionnalité entre le delta x et le delta t. Donc le rapport de proportionnalité étant défini par une valeur constante et représenté généralement par une droite. Cette vitesse n'est donc pas représentative des vitesses à chaque instant.
si nous voulons parler de vitesse dite instantanée et non plus vitesse moyenne, il nous faut dès lors réduire le delta t jusqu'à une valeur très petite, et idéalement jusqu'à une valeur égale à 0. Évidemment, si mon delta t vaut 0, eh bien le delta x, lui, et qui suit évidemment la valeur temporelle pratiquement nulle, sera lui aussi égal à 0. Mathématiquement, le rapport 0 sur 0 ne peut se calculer. Il s'agit d'une indétermination. En effet, combien de fois va 0 dans 0 ? Une fois ? Oui. 0 fois ? Oui. 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 300 fois ? Pourquoi pas ? 300 fois 0, ça fait aussi 0. 5 248 000 fois aussi. N'importe quelle valeur réelle peut donc faire l'affaire. Pour calculer cette valeur précise, il faut lever l'indétermination et utiliser un outil qu'on appelle la limite en mathématiques. Notez que ce rapport delta x, delta t nous donne géométriquement une idée de l'accroissement d'espace en fonction du temps parcouru. En effet, si j'observe ici la petite zone bleue qui représente le petit delta t qui tend vers 0 et le petit delta x correspondant, eh bien, le delta t égale 0 nous donnera un delta x égal lui aussi à 0. Prenons l'exemple suivant. Delta t est égal à 0,000001 et delta x quant à lui est égal à 0,000002. Delta t vaut plus ou moins 0 et delta x vaut plus ou moins 0 aussi. Par contre, le rapport des deux, c'est-à-dire delta x sur delta t, lui ne vaut pas 0 mais vaut bien 2. Alors, si on observe la traduction géométrique de ce rapport en appliquant le théorème de Thalès dans le cercle trigonométrique, on voit que delta x divisé par delta t est proportionnel au sinus de A, c'est-à-dire le côté ici, qui coupe le rayon et le cercle trigonométrique, divisé par le cosinus de A. Et ce rapport est du même rapport que la grandeur qui se trouve ici, c'est-à-dire l'intersection entre le rayon, la prolongation du rayon, et la droite tangente au cercle, ainsi que la grandeur qui est ici et qui vaut 1. Donc nous obtenons que sinus sur cosinus est égal à cette grandeur qu'on appelle la tangente, puisqu'elle est issue de la droite tangente, divisée par 1. Et ceci est égal à delta x divisé par delta t. Alors la valeur obtenue, la valeur de ce rapport, s'appelle le nombre dérivé et donne une idée de l'accroissement ou du taux d'accroissement, si vous préférez travailler en pourcent, de delta x ou d'une variation légère de x par rapport à une variation légère de t. Calculé en tout point de la droite, ou en tout point de la fonction, pardon, il nous donnera pour toutes les valeurs de t la valeur d'accroissement. Pour l'espace ou pour le delta x dans ce cas-ci. Il s'agit bien dès lors d'une fonction définie sur l'intervalle t et on appelle communément cette fonction la dérivée de l'espace de delta x par rapport à t, la dérivée de x par rapport au temps. Il existe tout un ensemble d'algorithmes, de méthodes mathématiques qui permettent de calculer directement ces fonctions dérivées. Exemple, la dérivée d'une constante vaut 0. La dérivée de y égale x carré nous donne 2x, etc. Méthode que vous verrez, si ce n'est déjà fait, dans vos cours de mathématiques lors de vos humanités. Au passage, et suite à une discussion avec une amie, Sabine pour ne pas la nommer, à qui j'expliquais que
un youtubeur que je suis relativement souvent, qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui est un scientifique, certes très controversé, mais sans doute pour moi l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques que je connaisse, et ce notamment grâce à ses BD appelées Les Lenturlus, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Il nous disait par exemple que les cosmologistes considéraient que 0 exposant 0 était égal à 1, ce qui est bien sûr mathématiquement faux. J'en profite pour faire remarquer que 0 exposant 0 ne vaut évidemment pas 1, mais est bien entendu une indétermination. Après, je ne sais pas qui a faux, si ce sont certains cosmologistes ou Jean-Pierre Petit qui dit qu'ils ont dit ça. Mais ceci dit, si j'analyse cette expression, si je prends par exemple x exposant 3, x cube, je peux l'écrire comme étant x fois x fois x. X cube divisé par x s'écrit x carré ou x fois x. En gros, la règle des exposants est très simple. Si vous multipliez par la base, vous incrémentez l'exposant. Si vous divisez par la base, vous décrémentez l'exposant. L'exposant étant un opérateur inventé par convenance par les mathématiciens pour simplifier l'écriture et notamment l'écriture des polynômes, je peux me permettre d'écrire que x exposant 1 multiplié par x exposant moins 1 est égal en réalité à x divisé par x, c'est-à-dire 1, ou encore x exposant 1 moins 1, c'est-à-dire x exposant 0, à condition que x soit différent de 0. Car si x est égal à 0, eh bien le rapport 0 exposant 1 multiplié par 0 exposant moins 1, eh bien ça nous donnerait x divisé par x. Et je retombe bien sur mon indétermination de type 0 sur 0. Donc 0 exposant 0 est bien une limite et donc une indétermination à lever. Alors bien sûr, je ne peux pas parler des dérivés sans parler au minimum des théorèmes qui s'y rapportent, et notamment les célèbres théorèmes de Rolle, Cauchy, Lagrange. Lagrange, qui est un théorème important, puisqu'il est très utile pour démontrer par exemple la fameuse formule de Taylor et Maclaurin, le théorème de Lagrange nous indique que pour une fonction non monotone, c'est-à-dire qui présente un maximum ou un extrémum en tout cas sur l'intervalle par exemple AB, eh bien, il existe un nombre dérivé pour lequel la tangente à ce point est égale au coefficient angulaire de la droite qui passerait par f de A et f de B. Donc en gros, la tangente au point C, donnée par le nombre dérivé évidemment f'C, est égale au coefficient angulaire de la droite passant par le segment. Donc en gros, ces deux droites vont dans la même direction. Je ne vais évidemment pas ici démontrer ces théorèmes, ce n'est absolument pas l'objectif de la vidéo, qui, je le rappelle, est consacrée aux jeux vidéo, car là, on s'aventurerait dans un domaine encore plus ennuyeux. Le théorème de Taylor, sous son apparence hiéroglyphique, que j'ai noté ici, nous dit simplement que pour une fonction k fois dérivable, cette fonction peut s'exprimer comme étant une somme de produits, ou plus exactement un polynôme d'ordre k dont les coefficients sont les dérivés km autour d'un point, si on est dans le cas du théorème de Taylor, ou autour de 0, si on est dans le cas du théorème de Maclaurin. Cette formule nous fait quelque peu penser au théorème d'expansion de Shannon, déjà vu dans l'une de mes vidéos précédentes, pour celles ou ceux qui ont suivi. Comme on le voit sur le graphique, qui exprime par exemple la fonction ln de x, eh bien, plus ma valeur k sera grande, et plus, quelque part, mon polynôme épousera évidemment la forme de la fonction. Donc ici, je vois qu'aux alentours de 1, je suis à peu près correct, mais dès que je m'éloigne de 1, évidemment, ça devient complètement faux. Donc si j'ai un polynôme de degré infini,
mon reste, qui est la valeur d'erreur quelque part, due à l'approximation, ce reste deviendra nul. C'est ainsi que, par exemple, un ordinateur, une calculette, peut calculer la valeur d'une fonction, comme par exemple le logarithme népérien. Et valeur calculée en un point donné, avec un degré de précision relativement élevé. La calculette ne connaît pas le log népérien, mais faire des sommes de produits, ça, elle sait faire. Et ça, nous l'avons déjà vu dans une de mes vidéos précédentes, lors de la vidéo qui parlait de l'introduction à l'informatique, où je parlais notamment de l'additionneur binaire. À nouveau pour celles et ceux qui m'ont suivi. Il faut noter aussi que cette approche de décomposition en somme de produits est assez intéressante puisqu'elle s'applique également à certains algorithmes d'intelligence artificielle et notamment des algorithmes dits de deep learning qui sont chargés de faire par exemple de la reconnaissance d'images, reconnaissance faciale, reconnaissance de tumeurs sur des radios, ou qui sont censés faire de la décision. La fonction de décision sera donc définie par un produit matriciel, voire tensoriel, qui au final se traduira par une somme de produits relativement complexes pour lesquels les coefficients des matrices tenseurs s'ajusteront en fonction des jeux d'entraînement que nous aurons fournis au réseau neuronal. Exactement comme notre mécanisme d'apprentissage qui se base aussi sur ce type d'approche, sauf qu'ici, les composants chargés de réaliser les sommes de produits sont des neurones et non plus des transistors, comme dans le cas de la calculette ou de l'ordinateur. En résumé, on peut simuler une fonction cognitive ou une fonction de décision qui serait implémentée dans notre cerveau par une somme de produits. Évidemment, dans les cas de figure des réseaux neuronaux humains, les polynômes sont évidemment d'une extrême complexité. On ne peut pas parler non plus de la dérivée sans parler de la fonction réciproque de la dérivée, c'est-à-dire la primitive. La primitive d'une fonction est une fonction qui, une fois dérivée, redonne la fonction originale. Elle est représentée par ce petit s allongé. La primitivation est souvent une opération plus complexe que la dérivation, c'est-à-dire que les outils mathématiques permettant de calculer une primitive sont moins efficaces. On ne peut pas tout primitiver, on ne peut pas calculer les primitives de toutes les fonctions, et plus complexe à utiliser que dans le cadre de la dérivation. En effet, c'est beaucoup plus compliqué de trouver l'astuce qui permet effectivement de retrouver la primitive d'une fonction. Mais à nouveau, il existe des recettes de cuisine pour le faire, et en particulier pour les primitives quelque peu idiotes que nous allons découvrir ici. Alors, si delta x sur delta t est égal à v, alors dx est égal à v dt, c'est-à-dire vt plus x0. Et si je dérive cette fonction vt plus x0 plus y0, eh bien je vais retrouver ma fonction d'origine, par exemple dy égale vdt. Puisque dans ce cadre-là, la dérivée d'une constante est nulle, la dérivée de x0 ou de y0 vaut 0. Même chose pour l'équation, donc en y égale vt plus y0. Je rappelle qu'un mouvement rectiligne se définit dans une direction unique par rapport au temps. Alors si j'élimine, ici je fais le calcul, le paramètre en t, en le déduisant de la première équation en x, et en l'injectant de la seconde équation, je me retrouve avec une équation y dépendant de x, et me donnant, quel que soit le temps, la trajectoire du point. Ici j'ai considéré le cas plus compliqué, où ma vitesse en y n'est pas la même que ma vitesse en x, ce qui peut arriver régulièrement, et nous le verrons ultérieurement. Et cette trajectoire est en l'occurrence l'équation d'une droite, ce que nous avions déjà présenté précédemment ici. Ici nous aurons une droite un petit peu plus complexe,
puisqu'on a pris le cas général, ce qui veut dire qu'elle ne sera peut-être pas à 45 degrés, mais en fonction des valeurs de la vitesse en y et en x, nous aurons un angle décalé différent. Et si la valeur, par exemple, de x0 et y0 ne sont pas nulles, eh bien nous aurons aussi un décalage de la droite par rapport aux abscisses et aux ordonnées. Bon, ça c'est la formule généralisée pour le MRU. Alors, si j'applique ce raisonnement similaire au MRUA, c'est ce que nous allons faire ici, pour rappel, en MRUA, c'est l'accélération qui est constante en fonction du temps, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui nous donne A, l'accélération en mètres par seconde carré. Donc A est donc égal à delta V sur delta T, égal à une constante. V sera donc égal à AT plus V0, qu'on retrouve ici. V0 étant la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse obtenue par le point ou le mobile une fois que l'accélération s'arrête. Lorsque la balle sort du canon, par exemple, il n'y a plus de poussée, donc là on n'a plus d'accélération et on se retrouve avec une vitesse résiduelle qui est la vitesse initiale, ou la vitesse V0, ou lorsque les pieds du singe ont quitté le sol sous la poussée de ses muscles et qu'il n'a plus d'appui pour se pousser. Il existe bien sûr un lien entre l'accélération et la force, mais là on quitte la mécanique cinématique pour entrer dans la dynamique et ça devient beaucoup plus compliqué. Encore une fois, le but de ces vidéos n'étant pas de vous donner un cours de physique ou de mécanique que je serai difficilement en mesure de donner correctement. Nous pouvons donc déduire que dx, comme on l'avait mentionné précédemment, était égal à v fois dt. Donc x est égal à primitive de v fois dt. Et donc la primitive de at plus v0, c'est ce que l'on retrouve ici, multiplié par dt. Alors la primitive de at, il faut savoir, ça vaut at carré demi. Pourquoi? Parce que si je dérive at carré demi, je retrouve at. C'est une dérivée assez implicite. Et une primitive assez directe et implicite. La primitive de V0, c'est V0t, parce qu'à nouveau, si je dérive V0 par rapport à t, je retrouve V0. Et j'ajoute ma constante, parce que la dérivée d'une constante valant toujours 0, il n'y a rien qui m'interdit de placer une constante. Et donc je trouve donc cette équation parabolique du fait d'avoir simplement dérivé une vitesse qui cette fois-ci n'est plus constante, mais qui est linéaire ou proportionnelle à une accélération en fonction du temps. Et donc c'est pour ça que j'obtiens quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors si j'applique le même raisonnement pour y, eh bien je vais trouver également y égale at carré demi plus v0 t plus y0. Alors ici j'ai pris les équations générales, c'est-à-dire que j'ai considéré que l'accélération en y pouvait être différente de l'accélération en x et que la vitesse initiale en y pouvait être différente de la vitesse initiale en x. Donc ça c'est vraiment l'équation générale du mouvement et ceci me donne une forme parabolique si l'accélération est bien sûr positive. Alors, si j'essaye d'isoler t, eh bien, je me retrouverai évidemment avec une équation de trajectoire y égale f de x totalement indépendante de t, qui aura également la forme parabolique. Alors, ce qu'on va faire ici, on va calculer la trajectoire d'un point matériel lancé en l'air sous l'effet de la gravité, ce qui est exactement la direction ou la trajectoire qu'exécuterait le singe lors d'un saut. Alors, je rappelle que le jeu simule un monde réel et que donc, dans le jeu qui nous occupe, nous avons aussi une notion de gravité. On a une topologie, mais on a aussi une gravité. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce qu'est la gravité. C'est en général associé au champ de force de la Terre, et en général, la gravité n'est rien d'autre qu'une accélération radiale, c'est-à-dire qui suit le rayon de la Terre et qui est perpendiculaire au sol et qui est orienté de l'extérieur vers le centre de la Terre. Alors ici nous considérons
le singe qui s'élance dans une direction oblique, et ce qui veut dire qu'une fois qu'il va sauter comme ça, donc une fois que ses pattes auront quitté le sol, l'accélération qui provient de ses muscles, des muscles des jambes, donc la force qui s'est donnée, elle va disparaître. Et il ne nous restera plus qu'une vitesse V0, hein, que je retrouve ici. Je rappelle qu'une vitesse est un vecteur, donc elle forme un angle A avec le repère. Et il faut savoir que cette vitesse V0, dans notre monde, si on atteint une vitesse suffisamment grande, qu'on appelle la vitesse de libération, ça veut dire qu'on peut quitter l'attraction terrestre et partir dans l'espace. Bon, évidemment, dans le cas du jeu, la vitesse reste évidemment très réaliste, et ce phénomène n'est pas vraiment très important. Voilà. Mais il faut considérer que notre petit singe sera quand même soumis à l'effet d'une gravité radiale, perpendiculaire au sol et matérialisée par une accélération G négative, que l'on retrouve ici, en mètres par seconde carré. Alors c'est intéressant d'appeler ça G, parce que G sur Terre ça vaut 9,81 mètres par seconde carré, donc c'est vraiment l'accélération que vous prenez quand vous tombez d'une certaine hauteur. Alors qu'elle est souvent associée aussi au poids, parce que fatalement c'est la force qui s'applique sur le sol, hein, donc c'est votre poids. Alors quand on dit je me prends une accélération de 2G, de 4G, etc., une accélération de 2G, ça veut dire que vous allez 2 fois plus vite, enfin vous avez une accélération double de la chute libre, et ça veut surtout dire que vous pesez 2 fois votre poids. Accélération de 4G, vous pesez 4 fois votre poids. Et le maximum d'accélération qu'on peut faire, je pense que c'est 11 fois G, et encore c'est déjà très limite, parce que là évidemment on pèse 11 fois son poids, et on a un gros risque d'avoir les os qui nous écrasent les tissus et les organes. Voilà, donc ça c'est simplement pour la petite histoire. Alors comme l'accélération est positive en X, et comme l'accélération positive en X et en Y n'existe plus, les pattes ont quitté le sol, donc ces deux accélérations sont nulles. Seul reste en Y l'accélération moins G. Alors on peut, par rapport aux deux équations qu'on avait écrites précédemment, on peut donc écrire que x est égal à 0 fois t carré demi plus v0 fois cos de a multiplié par t, puisque ici, évidemment le vecteur v0 en x, sa grandeur x c'est la projection, donc c'est v0 multiplié par le cosinus de l'angle. Bon, pour ceux qui ont vu, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, tant pis, c'est pas grave, mais pour ceux qui ont vu, c'est de la trigonométrie de base dans les triangles rectangles, plus x0 qui serait la distance initiale. Ici, on l'a fait coïncider avec leur paire orthonormée, donc x0 devrait être égal à 0. Pour y, là c'est un petit peu différent, puisque la valeur de y vaut moins gt carré demi plus V0 fois le sinus, dans ce cas-ci, puisque la projection, là, c'est la projection sur Y, donc là, c'est le sinus de l'angle, plus Y0, même chose qui, normalement, ici, n'existe pas. Alors ici, c'est assez intéressant, puisque T, on voit tout de suite que T, par la première équation, est égal à X moins X0 divisé par V0 multiplié par cos A. Et si je remplace donc cette valeur dans y, je vais obtenir une équation du type y égale ax carré moins bx plus c, ce qui est l'équation canonique d'une parabole orientée vers le bas, ce qu'on voit ici. Donc ça c'est y en fonction de x, et totalement indépendante du temps. Je ne calcule pas précisément les coefficients. Vous pouvez le faire parce que bon, c'est embêtant, il faut s'amuser avec les x0, avec les valeurs de cosinus et les valeurs de vitesse. Vous pouvez donc le faire en guise d'exercice, mais ceci me donne quand même une trajectoire parabolique d'un mobile lancé avec un angle A dans une direction donnée, soumis à l'effet de la gravité. Alors si on veut être puriste, évidemment, pour générer le saut, on peut appliquer cette formule qui est un peu plus complexe à calculer.
par rapport à la simulation par deux émérus. Un pour la montée et un pour la descente, comme ça avait été préconisé ici. Voilà donc pour ce point. Alors, je donne encore un mot sur la représentation géométrique de la primitive et sur son lien avec l'intégrale. C'est ce que l'on retrouve ici. Donc, nous avons vu que la primitive était une somme de valeurs de V, par exemple, multiplié par un petit... pardon. Nous avons vu, par exemple, si... V de t multiplié par un petit intervalle à peu près nul. Cette somme étant infinie sur l'intervalle, nous nous retrouvons à nouveau avec une limite. Et cette limite nous donne, si on considère des valeurs très proches de la somme de toutes les petites surfaces sous-tendues par chacun des points de la courbe, cette somme nous donne la surface sous la courbe si le delta t dans ce cas-ci tend vers 0. La surface sur un segment étant donnée par l'intégrale allant jusque B moins l'intégrale allant jusque A, eh bien, il nous faudra simplement calculer pour la valeur B la primitive en B, nous aurons cette valeur complète, moins la primitive en A, c'est-à-dire toute la surface sous-tendue ici, allant jusque-là, et évidemment cette différence me donnera juste la surface comprise entre A et B, sous-tendue évidemment par la courbe représentée par Y. Et il s'agit évidemment bien sûr d'une limite, puisque évidemment pour obtenir grand f de b, je dois calculer la limite de ces petites sommes. Ici j'ai la valeur de f de t multipliée par le petit delta t, ça me donne la surface d'un rectangle. Si delta t est très très petit, ce rectangle est assimilé à un point. Et donc si je fais la somme infinie de tous ces petits rectangles pratiquement nuls, j'obtiens une valeur non nulle, j'obtiens la valeur de la surface sous-tendue par la courbe. Donc ça c'est le lien vraiment entre la primitive et l'intégrale. L'intégrale étant vraiment une valeur l'intégrale étant une surface qui dépend des bornes d'intégration, c'est-à-dire qui dépend de A et B. La primitive ne dépendrait dans ce cas-là que de la valeur de t. Donc d'un côté la primitive nous renvoie une fonction, l'intégrale nous renvoie ici une valeur de surface. Après, si évidemment je m'amuse à mettre une variable dans la borne d'intégration, mon intégrale sera capable aussi de me renvoyer une fonction. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce type de détails. Je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, pour le moins indigeste, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, mais qui est vraiment très salutaire si vous voulez comprendre les liens entre ce que vous voyez pendant vos études et la programmation des jeux vidéo, ce qui vous permet peut-être de vous rendre compte aussi que programmer un jeu vidéo demande quand même certaines connaissances et n'est peut-être pas aussi évident et simple que ça peut paraître à première vue. Dans le cas du jeu très simple que nous codons ici, c'est assez straightforward et direct. Maintenant, lorsque des gens simulent par exemple des jeux de voitures de course ou quoi que ce soit, on va beaucoup plus loin dans la simulation et là on s'intéresse vraiment aux équations de la physique et de la mécanique qui gèrent le mouvement des voitures en fonction de la manière des composants utilisés par les constructeurs, etc. On peut réellement arriver à simuler des choses très très réalistes et on entre dans ce cas-là avec des cartes, non plus seulement des cartes graphiques, mais aussi des cartes de gestion de physique qui sont capables vraiment de gérer toute une série de paramètres qui permettent vraiment de donner une expérience très très réaliste par rapport à l'univers qui a été simulé pour le jeu. Donc je vais m'arrêter ici concernant cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous verrons la mise en pratique dans l'implémentation de la fonction updateGame des concepts qui ont été évoqués ici, concepts simplifié, je le rappelle. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.